Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Nous connaissons tous l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui présente les valeurs de liberté et d'égalité telles des sœurs jumelles dans la fabrique du citoyen. Mais regardons-y de plus près. Que mettons-nous sous le mot de liberté ? Être libre comme l'air, faire ce que l'on veut sans interdit, décider de ce que l'on fait sans obéir à quelque autre. En fait, toute liberté, qu'elle soit individuelle ou collective, ne peut pas exister sans contrainte, sans cadre et donc sans loi. Par ailleurs, comment dissocier la liberté de l'égalité? Est-on libre si on n'est pas reconnu comme citoyen ou si on n'y dispose pas des mêmes droits? Que dire de la liberté d'expression si le droit à l'instruction est mis en cause? Qu'en est-il de la liberté de penser quand une langue est interdite? Qu'est-ce que la liberté de vote sans espoir d'une vie décente ou plus simplement sans accès à l'information? Et que penser des libertés d'entreprendre, de créer, de travailler, de circuler, de disposer de son corps quand la société dans laquelle on vit y met des barrières? Ici, nous allons parler des sourds, et plus spécialement de sourds qui ont vécu à Bordeaux au XIXe siècle. À travers leurs exemples, nous allons évoquer certaines de ces libertés. Leur étaient-elles accessibles ou non? Avaient-ils les mêmes droits que les autres Français? Quel regard la société, l'État, portait-il sur eux? De plus, nous avons choisi de partir de la fin du XVIIIe siècle, époque caractérisée par les bouleversements sociaux et politiques de la Révolution française, pendant laquelle s'invente le droit contre le privilège et la liberté contre l'arbitraire. Pour les sourds et leurs histoires, cette période correspond également à une rupture, celle de la création des premières écoles de sourds. Voici les 3 points que nous allons aborder. Commençons par le premier, le droit à l'instruction. Pendant longtemps, les sourds ne sont pas considérés comme éducables, sauf quelques-uns. Les sourds non instruits semblent réduits à la condition d'hommes sauvages. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, sous le règne du roi Louis XVI et sous l'impulsion de l'abbé de l'Épée, les choses changent. En 1760, la première école gratuite pour les sourds des deux sexes est fondée à Paris par l'abbé. 26 ans plus tard, une école pour sourds-muets est créée à Bordeaux, dont vous voyez les noms des premiers élèves. Ces 2 écoles sont dans les premières de France et du monde. Commence alors la longue conquête du droit à l'instruction, une des conditions de la liberté. Le droit à l'éducation est un des grands débats de l'histoire des sourds. Il s'agit de les faire sortir de l'ignorance, de leur permettre d'exercer les mêmes droits que les autres citoyens et d'assumer les mêmes devoirs. Un moyen, l'instruction.
on remarque deux noms, Massieu et Baudonnet, moins connus. Évoquons maintenant Louis Baudonnet, François Gare, David Combéry et Victor Chambellan. En 1786, Louis Baudonnet a 14 ans. Il quitte les Pyrénées avec sa sœur pour rejoindre la vingtaine d'élèves de l'institution des sourds de Bordeaux. D'une famille pauvre, sa pension est payée dans un premier temps par le musée de Bordeaux, puis par Saint-Cernin, son instituteur et l'un des fondateurs de l'école. En 1793, l'établissement est toujours une école privée, mais les pensions ne sont plus payées. Nous sommes en pleine Révolution française. L'abbé Sicard, également fondateur de l'école, est parti pour diriger l'institution des sourds de Paris. À Bordeaux, l'établissement est menacé. Va-t-il survivre ? Sous l'influence de Sicard, l'État de la Jeune République envisage de supprimer l'institution bordelaise. Il est urgent d'agir. Saint-Cernin décide d'aller directement plaider sa cause auprès des députés à Paris. 2 élèves l'accompagnent. Le dernier entré à l'école est Baudonnet, le mieux instruit. Saint-Cernin veut ainsi démontrer que l'éducation des sourds est possible. Il plaide pour la reconnaissance de besoins d'éducation spécifiques aux sourds et demande aux représentants de la nation de subvenir aux besoins des plus pauvres. Peu de temps après, le décret du 12 mai 1793 décide la protection de l'État pour l'école des sourds-muets des 2 sexes de Bordeaux. L'administration de l'établissement sera identique à celle de Paris. Baudonnet devient officiellement répétiteur, le 2e de France après le célèbre Massieu à Paris. Quelques années plus tard, François Gare arrive à l'école des sourds-muets de Bordeaux. Il est rapidement remarqué comme bon élève et, comme Baudonnet, devient répétiteur. Le matin, il reprend avec les élèves les exercices choisis par le maître. L'après-midi, le matin, il assiste aux leçons de Saint-Cernin, l'instituteur en chef, et l'après-midi, il reprend avec les élèves les exercices choisis par le maître. Il exerce cette fonction pendant 11 ans. Mais il ne souhaite pas en rester là. En 1814, Saint-Cernin quitte l'école et meurt 2 ans plus tard. Très attaché à son professeur, Gare envisage de quitter Bordeaux et même la France. Il sait qu'un établissement pour sourds doit être fondé aux États-Unis, peut-être à New York. Alors, il envoie des lettres pour se porter candidat au consul américain de Bordeaux, au ministre de la Santé de l'État de New York et même à l'ancien président des États-Unis, Thomas Jefferson.
Malheureusement pour lui, c'est un autre projet qui voit le jour, celui du pasteur Galaudet et du sourd français Laurent Clerc. En 1817, la première école pour sourds des États-Unis est fondée à Hartford, à 161 km au nord-est de New York. Galaudet en est le directeur et Laurent Clerc le premier professeur. Gare reste à Bordeaux et abandonne son rêve américain. Il est toujours répétiteur et son salaire n'a pas bougé, 1200 francs. Marié, il espère des enfants. Une opportunité s'offre à lui avec le départ d'un instituteur adjoint. Le personnel de l'école est hiérarchisé. Le premier instituteur, le second instituteur, 2 instituteurs adjoints, un répétiteur et 2 surveillants pour la maison des garçons. Gare est candidat au poste d'instituteur adjoint. Il est en tête de la liste présentée au préfet de la Gironde et espère ainsi doubler son salaire. Mais il est sourd-muet. Et le préfet estime que pour remplir cette fonction, il faut pouvoir entendre et parler. Gare reste donc répétiteur. Quatre ans plus tard, le même poste est de nouveau vacant, suite à la démission de celui qui était passé devant Gare. Nouvelle liste, Gare est présentée pour la 2e fois en tête de liste. Elle comporte 2 autres noms, celui d'un secrétaire d'administration employé dans l'institution et celui d'un autre recommandé pour sa douceur. Enfin, Gare est nommé instituteur adjoint et jure par écrit fidélité au roi Louis XVIII et obéissance aux lois du royaume. Nous sommes en 1820. Quelques années plus tard, le titre d'instituteur adjoint disparaît pour devenir celui de professeur. Le premier instituteur est déchargé de classe et se consacre exclusivement aux tâches administratives et prend le titre de directeur. Le second instituteur devient premier professeur et censeur des études. Quant aux adjoints, ils sont appelés professeurs. On peut donc affirmer que Gare est le premier sourd en France à être devenu professeur, mais il ne sera pas le dernier. David Combry. Il apprend le métier de tailleur à l'école des sourds-muets de Bordeaux, mais il a l'esprit voyageur et après ses études, il décide de faire un tour de France pour se perfectionner. Selon la loi, chaque fois qu'il arrive dans une ville, il doit se faire enregistrer à la mairie et présenter son livret ouvrier. Il arrive à Saint-Étienne en 1815. Il a 23 ans. L'accueil est différent. Le maire demande à le voir pour lui proposer de diriger une école pour sourds-muets qu'il souhaite créer dans sa ville. Surpris, Combry déclare « Je suis incompétent. Il connaît le métier de tailleur, mais pas celui de professeur ou de directeur d'école. Mais peu importe, pour le maire de Saint-Étienne, comme pour le préfet du département de la Loire, Combry est sourd-muet, c'est là sa compétence. » Après réflexion, Combry accepte de se lancer dans l'aventure et l'école des sourds-muets ouvre ses portes en 1815. Il y reste 9 ans, puis il quitte Saint-Étienne pour fonder une autre école à Lyon qu'il dirige jusqu'à sa mort.
Passons à Victor Chambellan, et avec lui, non seulement au droit à l'éducation, mais également à d'autres droits. En 1838, un nouveau directeur est nommé à l'école des sourds de Bordeaux. Il arrive de Paris avec un de ses meilleurs élèves, Victor Chambellan. Celui-ci a 22 ans. On lui confie une classe de 8 garçons. Il n'a pourtant pas le titre de professeur. En 1842, le nombre d'élèves a déjà bien augmenté. L'établissement manque toujours de professeurs. Le directeur organise alors un examen maison pour 3 membres du personnel. Les épreuves sont au nombre de 4. Première épreuve, répondre sans préparation à la question suivante. Comment développer chez le sourd-muet la connaissance de Dieu? Deuxième question, soutenir une conversation par la dactylologie. Il s'agit de l'alphabet manuel. Troisième, composer une leçon destinée à faire comprendre le rôle des pronoms personnels je, tu, il. Quatrième, traduire en langue des signes le passage suivant. Chambellan réussit cet examen en tête et devient ainsi professeur. En 1858, fait remarquable, on le charge du discours lors de la distribution des prix, discours habituellement pris en charge par le directeur. À cette occasion, il entame un combat qu'il continuera jusqu'à sa mort, celui de la défense de la mimique, c'est-à-dire la langue des signes. En 1859, au milieu du Second Empire, l'État décide de séparer les filles et les garçons dans les 2 institutions nationales pour sourds-muets. Chambellan retourne vers la capitale avec quelques collègues et 51 jeunes sourds. Il y retrouve la communauté des sourds de Paris et les combats entamés depuis plusieurs décennies par Ferdinand Berthier. Quelques mots sur Berthier. Il a créé la première association de l'histoire des sourds. Il combat toute sa vie pour la liberté et l'égalité civile des sourds et lutte pour que leurs droits éducatifs et juridiques soient respectés. En 1848, il est candidat député. Et pour avoir vulgarisé le Code civil pour les sourds, Berthier est surnommé le Napoléon des sourds-muets. Dans la continuité de Berthier, Chambellan publie de nombreux ouvrages et il défend l'usage de la mimique dans l'enseignement des sourds. En effet, dès le début du XIXe siècle, une querelle de méthode divise les enseignants de sourds. Certains veulent poursuivre l'œuvre de l'abbé de l'Épée et prônent l'utilisation de la langue des signes dans l'enseignement. D'autres souhaitent remplacer le langage des signes par le français oral et apprendre en premier aux jeunes sourds l'articulation et la lecture sur les lèvres. De son côté, l'État n'impose aucun règlement qui unifie les institutions de sourds-muets en France. Il faut attendre la fin du siècle pour voir trancher de façon brutale
la question des méthodes en faveur de la méthode dite orale pure. Pour ses partisans, c'est un progrès qui doit permettre l'accès de tous aux mêmes chances. L'égalité de traitement pour tous les enfants, sourds ou non, doit entraîner leur liberté dans la société. La langue des signes, considérée comme pathologique par les médecins notamment, est donc interdite dans l'enseignement des sourds français et le reste jusqu'à la fin des années 1970. Une autre question traverse également tout le XIXe siècle, celle de la reconnaissance des établissements de sourds comme école, lieu d'instruction, et non pas comme hospice ou lieu d'assistance. Dans les années 1880, la Troisième République, avec les lois de Jules Ferry, rend obligatoire la scolarisation des Français de 6 à 13 ans. Enfin, presque tous les Français. En effet, pour les enfants sourds et aveugles, un article de loi indique qu'un futur règlement déterminera les moyens d'organiser l'enseignement primaire. L'obligation scolaire se fait attendre jusqu'en 1975. Quant à la gratuité, et surtout la laïcité, la situation de cette fin du XIXe siècle est complexe. À cette époque, il existe environ 70 établissements de sourds. En France, 3 sont nationaux et relèvent de l'État, Paris, Bordeaux, Chambéry. 3 établissements privés ont des directeurs sourds. Les autres institutions sont en très grande majorité, tenues par des religieux. Si l'État et l'Église catholique s'affrontent sur la question scolaire, elle passe un compromis pour les établissements de sourds. En effet, ils restent sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et ne rejoignent pas celui de l'instruction publique, malgré les revendications des associations de sourds en particulier. En 1889, Chambellan et l'Amicale des sourds-muets organisent le premier congrès international de sourds. C'est un événement et une réponse directe aux mesures de mise à l'écart de la langue des signes et des enseignants sourds. Le congrès réunit 200 personnes à Paris. C'est l'occasion de commémorer le centenaire de la Révolution française et la mort de l'abbé de l'Épée. Mais c'est aussi le moment de revendiquer la liberté dans les choix. Choix en matière d'éducation, de mariage, de métier et de place dans la société. Quels sont les constats? Avec la méthode orale pure qui s'impose, les sourds ne peuvent plus accéder au métier d'enseignant. Les mariages entre les sourds sont déclarés dangereux, pouvant créer une nouvelle race humaine, celle des sourds-muets. L'équilibre entre formation intellectuelle et professionnelle n'est pas respecté. Les sourds se voient contraints à des métiers manuels, les formations scientifiques, littéraires ou artistiques leur sont fermées. Les congressistes revendiquent l'égalité civile avec tous les citoyens et pour cela, ils réclament le droit d'utiliser la langue des signes comme accès aux autres droits. Ces résolutions servent de base au deuxième congrès des sourds de Chicago en 1893 et au congrès de Paris en 1900. En 1900, au congrès de Paris, 2 sections, une pour les entendants, une pour les sourds, discutent séparément des questions d'éducation et d'assistance des sourds-muets. La rencontre entre les 2 sections est impossible. Chambellan, très âgé, n'y participe pas. L'aube du XXe siècle est sombre pour les droits des sourds.
Revenons un peu en arrière et avec les artistes, envisageons la liberté d'expression et de création. Dès la fin du XVIIIe siècle, Saint-Cernin, l'instituteur en chef de l'école de Bordeaux, souhaite créer des ateliers professionnels. Pour lui, il faut que ses élèves apprennent à travailler pour vivre en homme libre. En complément de l'enseignement général, des cours de dessin et plus tard de peinture sont ajoutés. Certains élèves font carrière et deviennent des artistes reconnus. D'autres, après leurs études, cherchent du côté des arts un moyen d'expression. Tout d'abord, Pierre Mathurin Pétraud. Venant de Rochefort, il fait ses études dans l'Institution des sourds de Bordeaux jusqu'en 1827. Il suit également les cours gratuits de l'école de dessin et de peinture de Bordeaux, puis de Paris. De retour sur Bordeaux, il gagne sa vie grâce aux portraits qu'on lui commande, comme celui-ci conservé à l'Institut Saint-Jacques de Paris. Ou encore celui-là, qui fait partie des collections du musée d'Aquitaine. On y voit l'ingénieur Vergès devant le plan d'une locomotive baptisée la Gironde. Entre deux expositions à Bordeaux, Pétraud voyage. Il fait partie de ces peintres voyageurs, témoins d'autres coutumes ou d'événements particuliers. En voici quelques exemples. Sur les bords du Nil, en Égypte, ou encore pendant la guerre de Crimée avec des officiers. Pétraud meurt en 1880. Après avoir vécu de son art toute sa vie. Il laisse 2 peintures à l'Institut Saint-Jacques. Joseph Tron. Il entre à l'école de Bordeaux en 1840. Il ne croise pas Pétraud, déjà parti, mais il connaît Chambellan et Pauline Larouille, dont nous parlerons plus tard. Il reste dans l'établissement pendant 12 ans et est repéré comme bon élève. Joseph est attiré par la peinture. Dans l'institution des sourds, son professeur de dessin est aussi lui-même directeur des beaux-arts de Bordeaux. Les études finies, Joseph part à Paris, devient professeur de dessin à l'école des sourds et continue sa formation artistique. Il entre dans l'atelier de Léon Coignet à l'école des beaux-arts de Paris. Dans les années 1830, Coignet accueille un premier sourd, puis le nombre d'artistes sourds se multiplie dans son atelier. Joseph Tron se situe entre les 2 grandes générations d'artistes sourds connus au XIXe siècle. Son travail d'artiste ne lui permet pourtant pas d'en vivre complètement. En mai 1879 est inaugurée la statue de l'abbé de l'Épée qu'on peut encore voir dans la cour de l'Institut des sourds de Paris. Dans le récit de l'événement figure une liste de personnalités sourdes dans laquelle Joseph Tron est cité à la fois comme enseignant et comme artiste. Quelques années plus tard, sa carrière de professeur s'arrête brutalement.
Depuis le début des années 1880, l'Institution des sourds de Paris tente d'appliquer la réforme des méthodes d'enseignement. Méthode orale pure dans les nouvelles classes et interdiction de l'usage de la langue des signes. Séparation des élèves, les signants, les oralisants. Sanctions ou récompenses pour encourager les efforts des élèves dans la voie du progrès. Du côté des enseignants, que se passe-t-il? En juin 1887, le directeur supprime les postes des fonctionnaires sourds. Joseph Tron en fait partie. Il a 57 ans et sa situation est l'une des plus critiques. Il n'a que 20 ans de service comme professeur de dessin, puis comme professeur d'écriture. Ses contributions à la caisse de retraite sont récentes. Résultat, il n'a le droit qu'à une retraite très faible. Précisons qu'il n'existe ni statut des fonctionnaires, ni droit syndical pour les agents de l'État. L'heure est à la discipline et à l'autorité de la hiérarchie. La carrière d'enseignant de Joseph s'arrête, mais celle de peintre continue. En effet, un numéro de 1891 de la Revue internationale de l'enseignement des sourds-muets nous apprend que le ministère de l'Instruction publique commande à Joseph une copie d'un tableau d'un tsar de Russie. L'article nous parle d'un artiste consciencieux, travailleur infatigable et modeste. Le dernier document qui nous parle de Joseph date de 1896, il a 66 ans. Un musée des sourds-muets est créé depuis quelques années dans l'Institution de Paris pour y exposer en permanence les travaux des artistes sourds. Cette année-là, plus de 2000 œuvres sont réunies, dont celle-ci de Joseph Tron. Passons maintenant aux femmes. Pourtant appelées citoyennes depuis la Révolution française et incarnant la liberté, les femmes restent des exclus sociales. Leur liberté se limite souvent au rôle d'épouse et de mère. À cet égard, les femmes sourdes ne font pas exception à la règle entérinée par le Code civil de 1804. Une étude publiée en 1903 nous renseigne sur le devenir des élèves de Bordeaux depuis 1859. On balaye ainsi toute la seconde moitié du XIXe siècle. Sur les 900 élèves recensés, environ 40% travaillent comme ouvrières. Les professions sont variées, mais la majorité d'entre elles sont tailleuses, couturières ou lingères, ce qui correspond aux formations reçues dans l'institution. Par contre, les formations de retouche photographique ou de peinture sur porcelaine ne débouchent qu'exceptionnellement sur un métier. Un quart de ces jeunes filles est rendu aux familles pour y rester. Malgré l'importance donnée à la famille dans la société du XIXe siècle, seulement 10% d'entre elles sont des femmes mariées. D'un point de vue juridique, ces célibataires auraient alors les mêmes droits civils que les hommes, mais en réalité, ces femmes isolées restent souvent dépendantes de leur famille. Pourtant, dans une société où à la fois sourdes et femmes, elles sont obligatoirement considérées comme anormales et inférieures, 3 d'entre elles, véritables héroïnes, vont se distinguer et laisser leurs traces en Aquitaine.
Commençons par l'aînée des trois, Pauline Larouille. Elle arrive à l'école de Bordeaux en 1843. Comme Joseph Tron, Pauline est vite repérée comme une brillante élève, mise en avant lors des distributions des prix. Mais elle fait mieux. Émue par la mort d'une de ses camarades, elle lui consacre un long texte déchirant qui étonne et fait l'objet d'une publication. Pauline n'a que 14 ans. La tuberculose fait encore des ravages. 2 ou 3 décès dans l'école chaque année sont malheureusement chose commune. À la fin de ses études, Pauline seconde les religieuses enseignantes et devient naturellement monitrice. Mais elle ne souhaite pas en rester là. La situation administrative des monitrices sourdes-muettes est complexe. Le règlement prévoit leur nomination pour 3 ans après la fin de leurs études. Durant ce temps-là, elles gardent encore un statut d'élève. Mais dès qu'on dépasse les 3 années de prolongation, la situation n'est plus claire. Pour les garçons, la hiérarchie est simple. On est élève, bon élève, on devient moniteur à la fin des études, puis aspirant quand on souhaite embrasser la carrière d'enseignant. D'aspirant, on devient maître d'études, répétiteur et enfin professeur. C'est le parcours que suit Chambellan par exemple. Pour Pauline, les soucis commencent. En 1852, elle exerce ses fonctions de monitrice depuis déjà 4 années. Elle a 18 ans. Le directeur propose de transformer son poste pour qu'elle devienne monitrice salariée, 120 francs par an. Malgré l'opposition des sœurs de Nevers, le ministre de l'Intérieur accorde à Pauline le statut de monitrice rétribuée. Elle n'est plus élève de l'établissement et en devient fonctionnaire. Comme ses collègues masculins, elle est nourrie, logée et blanchie dans l'institution. Mais elle s'ennuie de sa famille, de sa mère. De plus, son travail n'est pas reconnu. De nos jours, on parlerait de mise au placard. Elle se plaint à l'aumônier et au directeur. À sa mère, elle écrit en cachette. Elle lui parle de retour à Pau, où elle voudrait gagner sa vie en donnant des cours. Les années passent, la situation de Pauline n'évolue pas, sa santé se dégrade, elle a plus de 30 ans. On lui accorde plusieurs congés maladie. En 1869, sa mère meurt. Pauline quitte alors l'institution bordelaise et démissionne de son poste de monitrice. Son salaire s'élève alors à 180 francs par an. À titre de comparaison, une religieuse enseignante reçoit 300 francs, alors qu'un professeur laïque en perçoit 1800 en début de carrière. Ni progression, ni avenir pour les monitrices. Pauline sera la seule et l'unique à être payée. Elle quitte Bordeaux, rien ne la retient, se repose quelque temps à Pau chez son père, mais il ne lui a jamais témoigné beaucoup d'affection. Aussi, elle part s'installer à Rouen, il travaille dans l'école des sourds, puis elle va à Arras, où elle devient préceptrice d'une jeune fille sourde. Elle n'y reste qu'un an. En 1879, elle est à Oloron, dans les Basses-Pyrénées, et y fonde une école mixte pour les sourds. Ce journal local nous en parle. Pour ouvrir et faire reconnaître son établissement, Pauline a des soutiens. Le directeur de l'école des sourds-muettes de Bordeaux l'encourage et certifie qu'elle a les qualités pour diriger une école primaire.
Elle reçoit aussi les aides des conseils municipaux d'Oloron et de Pau, ainsi que celui du Conseil général des Basses-Pyrénées. Pauline présente régulièrement ses élèves pour la traditionnelle distribution des prix. En août 1885, elle a lieu dans la grande salle de la mairie d'Oloron. La cérémonie est présidée par un conseiller général, un des principaux défenseurs de Pauline, assisté du sous-préfet et du maire d'Oloron. De nombreuses dames de la bourgeoisie locale sont présentes, ainsi que la femme du député. Les plus avancés des élèves récitent des fables de La Fontaine en langue des signes. Étonnant. Nous sommes seulement 5 ans après le congrès de Milan qui vote l'abandon des signes et préconise la méthode orale pure dans l'enseignement des sourds. Quand le congrès se réunit à Milan en août 1880, Pauline vient juste de créer son école et se préoccupe surtout de sa survie. Quelle est sa méthode d'enseignement? Celle qu'elle a vue pratiquer à Bordeaux et qu'elle a elle-même utilisée pendant la vingtaine d'années où elle a été monitrice. On y apprend l'écriture, le calcul, l'orthographe, le dessin, la peinture, les travaux d'aiguille pour les petites filles et le langage mimique. En 1887, l'école reçoit une vingtaine d'enfants et Pauline obtient un prix de vertu de l'Académie française. Pourtant, elle n'ignore pas les conclusions du congrès de Milan, ni ses conséquences. Mais l'apprentissage de la parole devient un incontournable. Aussi, elle s'informe auprès d'un professeur de l'école des sourds de Paris qui vient d'écrire un livre intitulé « Comment on fait parler les sourds muets ». Il s'agit d'un des premiers ouvrages d'orthophonie parus en France. Pauline ne peut pas nager à contre-courant, au risque de perdre le fruit de son travail. Alors, elle crée un enseignement phonétique et embauche un professeur entendant. Aux distributions des prix suivants, quelques élèves parlent. Pauline elle-même articule quelques mots. On la cite en exemple aux écoliers entendants dans le livre du bon français. Le ministère de l'Instruction publique la nomme officier d'académie. Pauline est une véritable sœur laïque, c'est les termes utilisés par le ministre, qui voue sa vie à son école. Mais les années passent et Pauline perd l'appui du conseil départemental des Basses-Pyrénées. Dans sa séance d'avril 1901, le conseil discute de l'école des sourds d'Oloron. Écoutons un des conseillers. C'est, dit-il, la seule école de France où on n'apprend pas aux sourds-muets à parler par l'enseignement de la méthode orale et de la lecture sur les lèvres. Et encore, les fonds du département sont dépensés sans résultat. Le préfet décide une enquête. En juillet de la même année, Pauline écrit au préfet, l'informe qu'elle arrête ses fonctions pour raison de santé et demande une aide. Elle avait 1000 francs en tant que directrice, elle aura 800 francs au titre de secours. Quant à l'école,
Elle doit fermer. Dernière satisfaction, le 13 janvier 1913, Pauline devient officier de l'instruction publique et peut accrocher sa décoration au devant de sa robe. C'est la seule femme sourde à être ainsi distinguée à l'époque. Elle finit sa vie à Oloron, où elle meurt en 1919, à presque 85 ans. Presque 2 générations séparent Pauline Larouille de Louise Valserre. En 1892, quand Louise arrive à l'école des sourds de Bordeaux, la langue des signes est devenue clandestine et s'apprend dans les dortoirs en cachette des religieuses. Louise n'est pas sourde de naissance. Elle grandit dans un quartier populaire de Paris. Et comme les autres enfants, elle va à l'école du quartier. Elle y reste malgré la surdité complète qu'il atteint à l'âge de 8 ans et n'arrive à l'école de Bordeaux qu'à 12 ans. Là, elle effectue le cycle d'études habituel, 8 ans avec la même religieuse enseignante et apprend le métier de couturière. Elle ne l'exerce que très peu. De retour à Paris, elle se marie avec un ancien élève de l'école de Paris en 1901. C'est l'acte de mariage. Si le mariage entre sourds est autorisé par le Code civil de 1804, il a mauvaise réputation. La surdité pourrait se répandre et une nouvelle race humaine et dégénérée apparaître. Plusieurs remarques. Le mariage a lieu à la mairie du 20e arrondissement de Paris et ne sera pas suivi d'une cérémonie religieuse. Le mariage civil est créé en 1791. Bien que majeur, le mariage a lieu avec la présence et surtout le consentement des parents. C'est la règle commune à tous les Français de moins de 25 ans. On ne mentionne pas la présence d'un interprète parlant. Certaines mairies l'exigent. L'adjoint au maire interpelle par écrit les jeunes gens, mentionnant sur l'acte d'état civil la surdité de l'une et la surdimutité de l'autre. Cela pose le problème des sourds-muets ne sachant ni lire ni écrire. Comment peuvent-ils manifester leur consentement ? En marge, à gauche de l'acte, on apprend la dissolution du mariage. C'est un fait rare. À cette époque, les divorces touchent seulement 5% des mariages en France. La vie continue. Et Louise se fait remarquer à la fois comme femme indépendante et comme artiste. Elle est active dans la communauté des sourds parisiens et cherche à faire partager son goût pour la littérature. Régulièrement, lors de fêtes, de réunions ou de manifestations plus importantes, elle interprète en langue des signes des textes célèbres. Chaque fois, l'élégance et la clarté de son style provoquent des compliments et des applaudissements. Dans la revue des sourds-muets, journal exclusivement rédigé par des sourds, elle publie régulièrement ses propres poèmes. Mais Louise n'est pas seulement une artiste, c'est également une militante. Son action
se manifeste particulièrement en faveur des femmes sourdes. Les hommes sourds ne sont pas différents et ont souvent les préjugés de l'époque. En ce tout début de XXe siècle, elles ne sont que quelques-unes à agir au sein des associations essentiellement masculines. Certaines associations les refusent même. Louise intervient dans l'Union française des sourds-muets, au Comité silencieux de l'entente cordiale franco-anglaise, à l'Alliance républicaine silencieuse et au Comité du bicentenaire de l'abbé de l'Épée en 1912. Elle argumente pour la formation d'un comité spécial de femmes sourdes pour préparer de façon autonome ce bicentenaire. L'abbé de l'Épée a découvert les sourds après une rencontre avec deux sœurs jumelles. Donc, c'est comme descendante de ses premières élèves que les femmes sourdes doivent se mobiliser pour honorer celui qui a permis leur émancipation. Louise encourage également les femmes sourdes à créer leur propre section au sein des associations sportives de sourds-muets. Elle joue aussi les médiatrices et tente d'apaiser au sein des associations de sourds les querelles qui ne manquent pas en ce début de siècle et rejoignent celles de la société française. En 1912, un troisième congrès international de sourds-muets se tient à Paris. Louise y fait une intervention remarquée et défend à la fois l'utilisation de la langue des signes et le rôle des personnes sourdes dans les institutions. Les réactions sont vives. D'un côté, la mère supérieure, directrice de l'école de Bordeaux, proteste avec énergie. De l'autre, plusieurs délégués américains applaudissent et parlent de Louise comme la Jeanne d'Arc des sourds. Le surnom lui reste. La dernière personne que nous allons évoquer s'appelle Ina de Vicouline. Sur cette photo, nous la voyons en infirmière. En 1918, après la Première Guerre mondiale, elle est décorée d'une médaille d'argent pour son activité au HA01. En effet, l'école des sourds de Bordeaux sert d'hôpital auxiliaire pour les blessés de guerre, d'où les initiales HA. 120 lits sont réservés. Les premiers militaires arrivent dès la fin du mois d'août 1914, quelques semaines après le début de la guerre. La Croix-Rouge propose au personnel de l'école une formation d'infirmière. Ina est alors monitrice de dessin, elle accepte. Comme une dizaine de ses collègues religieuses, elle s'expose au risque des maladies contagieuses de l'époque, au taux de mortalité élevé. Ina est issue de la noblesse russe. Son père est officier et gouverneur d'une province polonaise. Dans ce milieu, le français est souvent la deuxième langue. C'est donc vers la France que les parents d'Ina se tournent quand ils constatent sa surdité. Une seule école nationale accueille les filles en 1887, l'institution de Bordeaux. Elle y fait son entrée à l'âge de 7 ans. Elle ne sait pas encore qu'elle y restera toute sa vie. Elle aussi se fait remarquer. En 1895, lors de la venue du président de la République,
Elle est chargée de faire un discours. Elle est en 8e et dernière année d'études et articule, comme lui ont appris les religieuses. Elle dit son amour pour la France et parle de l'alliance entre Russes et Français. Les journalistes présents commentent l'événement. Ils parlent d'émotion, de miracle. Les sourds parlent. Ils remarquent l'articulation nette. Mais ils utilisent aussi les termes de machine grossière, informe, pour cacher la gêne de leurs oreilles d'entendants. Ina ne va pas quitter l'institution. Après la guerre de 14-18 et sa décoration, elle reste dans l'école, demande la nationalité française et devient officiellement... D'anciennes élèves, maintenant âgées, parlent encore d'une princesse russe logeant dans l'école des sourdes-muettes de Bordeaux. Arrêtons-nous à l'entrée du XXe siècle pour regarder le chemin parcouru. En France, le XIXe siècle connaît de multiples révolutions. Politiques, industrielles, urbaines, culturelles, scientifiques, techniques. Et pourtant, tous ces progrès ont aussi leurs paradoxes. Les langues régionales sont interdites. Les nationalismes s'affrontent. Les conduites sont normalisées. En 1803, l'abbé Sicard, directeur de l'école des sourds de Paris, parle à ceux qui regardent les sourds, et par conséquent muets, comme les animaux sans raison et sans intelligence, et leur dit: il existe au milieu de vous une école de sourds-muets. Suspendez votre jugement, faites taire un instant vos doutes. Un siècle plus tard, en 1902, Albert Rognard, délégué du ministère de l'Intérieur en charge des établissements de bienfaisance, affirme: le sourd est semblable à l'homme sans parole des temps préhistoriques, plus arriéré encore puisqu'il n'entend pas. Tout ce qui est humain lui est étranger. Ces deux phrases résument les évolutions du regard porté sur les sourds. Les conquêtes du début de siècle ont permis l'émergence de plusieurs générations de sourds éduqués, organisés et combatifs pour la reconnaissance de leurs droits. Ces hommes et ces femmes, malgré les préjugés et les obstacles rencontrés, ont saisi les possibilités qui leur étaient offertes, grâce notamment au droit à l'instruction. Leurs œuvres étaient visibles et admirées par la société de leur temps. En témoigne cette lettre de Victor Hugo à Ferdinand Berthier. Qu'importe la surdité de l'oreille quand l'esprit entend. La surdité, la vraie surdité, la surdité incurable, c'est celle de l'intelligence. Mais peu à peu, à partir de la Troisième République, au nom même de l'idée de progrès, leur différence est devenue inacceptable. La norme est venue classer les humains. Gare à ceux qui ne rentrent pas dans les cases. Revendiquer un autre modèle d'humanité est devenu impossible. La fin du siècle a fait place à de nouvelles générations de sourds considérés comme anormaux ou déficients intellectuels à la communication simple et primaire. Ouvert sur des possibles, le siècle se referme sur des interdits. Il faut attendre
les années 1970 pour voir de nouveau changer la place des sourds dans la société française. Mais ceci est une autre histoire. Merci de votre écoute.